Lalla Fatma Nsoumer symbolise la toute première résistance à l'occupation coloniale de l'Algérie. Elle est décrite comme une prophétesse. Les Français lui donneront le surnom de la Jeanne d'Arc du Djoudjoura, l'une des héroïnes majeures de la résistance algérienne en Kabylie. Une femme mystique, les guerriers pensaient qu'elle leur apportait la bénédiction divine. Les Français eux-mêmes remarqueront cette aura qui l'entourait. Elle est née en 1830 en Kabylie à Ouerja et est morte en 1863 à Tabla, dans la wilaya de Média. Son véritable nom est Fatma Sidi Ahmed. Le surnom Soumer vient du village Soumer où elle vivra plus tard. Elle est issue d'une famille puissante et respectée. Son père était le chef d'une école coranique liée à la Zawiya Rahmaniya, qui est une confrérie musulmane soufie fondée en 1774 par son grand-père Sidi Ahmed Ben Abdelrahman, dit Boukoubrine. Elle a 4 frères aînés. Elle est décrite comme étant une personne possédant une mémoire incroyable. Elle mémorisa le Coran très jeune simplement en écoutant les disciples de son père qui récitaient les différentes sourates. C'est une jeune femme pieuse, sage et d'une grande intelligence, ce qui lui permit d'acquérir une excellente réputation à travers la Kabylie. Les premières années de guerre, de 1830 à 1872, la France lance une violente campagne de colonisation de l'Algérie. L'Algérie connaîtra une diminution incroyable de sa population, qui était d'environ 5 millions d'habitants avant l'arrivée des Français et qui ne comptait plus que 2,1 millions d'habitants en 1872, soit une perte de 58% au cours des 42 premières années de la colonisation française. D'ailleurs, de retour d'un voyage d'enquête en Algérie, le comte Alexis-Henri Charles Clérel, comte de Tocqueville, écrira « Nous faisons la guerre de façon beaucoup plus barbare que les Arabes eux-mêmes. C'est à présent de leur côté que se situe la civilisation. » Selon le politologue Olivier Lecourt-Grandemaison, la colonisation se serait ainsi traduite par l'extermination du tiers de la population, dont les causes multiples sont les massacres, la déportation, la famine ou encore les épidémies, affirmant aussi que le Maroc aurait connu une crise démographique similaire. La diminution de la population est telle que dans une étude démographique de plus de 300 pages sur l'Algérie, le docteur René Ricou, chef des travaux démographiques et médicaux au bureau de statistique du gouvernement général d'Algérie, prévoit la disparition des Algériens. La politique de la terre brûlée employée par le gouverneur général Bugeaud est « Nous tirons peu de coups de fusil, nous brûlons tous les douars, tous les villages et toutes les cahutes. L'ennemi fut partout en emmenant ses troupeaux. » Il y aura des déportations massives de tribus entières en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, au Maroc, en Tunisie ou en Syrie. Lalla Fatma Nsoumer grandit dans ce contexte et elle développera une profonde aversion pour les colonisateurs. Très tôt, elle eut de nombreux prétendants, mais elle refusa de se marier. Lorsque la pression de sa famille s'est intensifiée, elle simula des crises d'hystérie afin de décourager ses aspirants. Prise pour folle, sa famille l'enferma, la forçant à l'isolement plusieurs jours. Voyant sa santé décliner, ils la remettent en liberté, elle en sortira métamorphosée. Sous la pression familiale, elle épousera son cousin maternel. Elle refusera que son mari l'approche, elle se rebellera de toutes les manières possibles. Après 1 mois de mariage, elle fut renvoyée chez elle. Humiliée par son refus obstiné, son mari refusera de divorcer, ce qui l'empêchera de se remarier. Mais Lalla Fatma n'était pas intéressée par le mariage, préférant probablement se consacrer à la spiritualité et à sa foi. Vivant recluse dans sa chambre, elle prie nuit et jour, officie les cérémonies, s'occupe des pauvres. À la mort de son père, elle rejoindra son frère Tahar à Soumer, où il dirige une école coranique.
Elle offrira des conseils spirituels, nourrira les pauvres, soignera les malades et soulagera l'angoisse des visiteurs. Sa réputation deviendra celle d'une personne sage et bienveillante. Une réputation qui était très recherchée par les femmes et les hommes à cette époque. C'est à ce moment qu'elle prendra le nom de Laila Fatma Nsoumeh. Elle s'imposera petit à petit dans un monde réservé jusqu'alors qu'aux hommes. En 1847, lors de la première expédition du général Bugeaud en Kabylie, la famille de Laila Fatma Nsoumeh rejoignirent la résistance. En 1849, le village de Soumeur est incendié par le colonel Camp Robert. Les villageois kabyles voisins forcent ce colonel à reculer en juillet 1849. Et c'est à la même année que Laila Fatma Nsoumeh entre dans la résistance en se ralliant à Si Mohamed El Hachmi, un marabout qui a participé à l'insurrection de Shir Boumaza, connu sous le nom de Mohamed Ben Abdallah dans le Dara en 1847. En 1850, elle soutient le soulèvement de Mohamed El-Hamjed Ben Abdelmalek, dit Chérif Boubagla, un ancien lieutenant de l'émir Abdelkader, venu de la région des Babur. Après une assemblée des autorités politiques du village de Soumeur, Laila Fatma et son frère Tahar sont désignés afin de diriger les Imsiblen, un groupe spécial de guerriers venant des villages voisins dans la région du Djurdjura. Durant l'été 1854, le gouverneur général de l'Algérie, le maréchal Randon, a lancé une campagne en Kabylie, mobilisant environ 8000 hommes, parmi lesquels plusieurs généraux hautement qualifiés, menés par Charles-Joseph Wolff. Mais l'organisation rigoureuse des Imseblen et leur héroïsme, dirigé par Laila Fatma Nsoumeh, leur permet de forcer les lignes des troupes françaises, les obligeant ainsi à se retirer. Chérif Boubagla lance sa cavalerie à leur poursuite, ce qui causera de nombreuses pertes du côté des troupes françaises qui finiront par battre en retraite. En 1854, elle remporte ainsi sa première bataille face aux forces françaises à Tazrouk, connue sous le nom de la bataille du Haut-Sébaou. Elle durera environ 2 mois, de juin à juillet 1854. Charles-Joseph Wolff est étonné, surpris. Ses soldats, entraînés et expérimentés avec des armes modernes, viennent d'être vaincus et doivent battre en retraite face à des guerriers kabyles venus montagne. L'humiliation est d'autant plus grande car la personne qui dirige ces guerriers kabyles est une femme, Laila Fatma Nsoumeh. Cette guerrière inquiète les Français, car elle a la capacité de convaincre les Kabyles de prendre les armes et à combattre l'ennemi venu envahir l'Algérie. Chérif Boubagla mourut au combat le 24 décembre 1854 et Laila Fatma poursuivra la lutte et remportera plusieurs combats. 3 ans plus tard, en 1857, le maréchal Randon retourne en Kabylie, mais cette fois-ci avec des renforts. 35 000 hommes seront donc envoyés en Kabylie, dirigés par le général Patrice de MacMahon et le général Massia. Les Français avaient désormais une meilleure connaissance de la géographie de la Kabylie et avaient l'expérience des méthodes défensives utilisées par les guerriers kabyles. L'armée française a donc utilisé les leçons qu'elle avait apprises lors des batailles précédentes comme stratégie. À chaque fois que les Français ont vaincu une tribu, ces dernières étaient obligées de se rendre et de cesser tout combat avec eux. Les dernières tribus à résister étaient encerclées par les troupes françaises, mais également par certains de leurs camarades kabyles, qui ont été obligés de combattre aux côtés des Français. Les derniers résistants, qui se trouvent au cœur des montagnes du Djurdjura, tombent successivement, après de féroces batailles. Ils sont obligés de se rendre face aux moyens déployés par les Français. Mais il restait quelque chose à faire avant la défaite, sauver les femmes des tribus. Parmi elles se trouvait Laila Fatma, les enfants et tous les objets précieux qu'ils possédaient. En les cachant dans un petit village qui se situait au fond d'un ravin de Tirourda, nommé Takhlij Nait Hassou, qui était invisible du haut des montagnes. Tahar, le frère de Laila Fatma, a contacté le général français Youssouf, plaidant pour la capitulation de son village.
à la condition de ne pas toucher aux biens de sa famille. Les Français acceptent la proposition. Le frère de Laila Fatma mena le général Youssouf et ses hommes dans les villages qui ont été vidés de ses femmes, ses enfants ainsi que les biens précieux, les menant à travers des sentiers qui laissaient le village de Tarlidj hors de vue. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Certaines femmes avaient tardé à rejoindre le village, et les soldats les ont remarquées. Ils les suivirent discrètement jusqu'à ce village. Les Français viennent de découvrir le village de Tarliji. Il s'ensuivra un combat féroce mené par les derniers guerriers. Les Français prirent le village et emmenèrent toutes les personnes vivantes avec eux. Le maréchal Randon atteint son objectif, celui d'établir fermement son pouvoir sur l'Algérie. Le 11 juillet 1957, Laila Fatma Nsoumer est arrêtée par le général Youssouf. Lors de sa capture, elle est décrite comme étant une femme élégante, distinguée et digne par rapport aux autres femmes. Elle fut conduite dans le camp du maréchal Randon. Le maréchal Randon lui demanda pourquoi ces hommes avaient tiré sur ses soldats, rompant ainsi la capitulation. Elle lui répondit avec l'aide d'interprètes: Dieu le voulait, ce n'est ni de votre faute, ni de la mienne. Vos soldats sont sortis de leur rang pour pénétrer dans mon village. Les miens se sont défendus. Je suis maintenant votre captive. Je n'ai aucun reproche à vous faire. Vous ne devriez pas me faire de reproches. C'était écrit de cette façon. Elle sera déportée vers un camp militaire dans les Isères et emprisonnée ensuite à la Zaouia d'El Essaouia à Tabla, puis placée en résidence surveillée sous la garde de Tahar Belmehidine. Après cette victoire, le maréchal MacMahon sera comblé d'honneur et fait sénateur. Puis il deviendra gouverneur général d'Algérie en 1864. Affecté par la mort de son frère Tahar en 1861 et éprouvée par son incarcération, elle décédera en 1863 à l'âge de 33 ans à Tabla. Sa tombe demeure un lieu de pèlerinage pour les habitants de la région. En 1995, soit 132 ans après sa mort, ses ossements seront transférés dans le cimetière des martyrs d'El Helia à Alger, dans le carré des martyrs. Une statue de Laila Fatma se trouve à Tizi Ouzou. Un méthanier de la marine marchande algérienne a été baptisé en son nom. Un film a été réalisé par Belkacem Hadjedj sur l'histoire de Laila Fatma Nsoumer. Des écoles et des rues portent également son nom. La région d'Etterberg, en Belgique, a donné temporairement le nom de Laila Fatma Nsoumer à une de ses rues pour une période de 9 mois. Laila Fatma Nsoumer est une héroïne de l'Algérie, une icône, le symbole du courage, une preuve de plus que le courage n'appartient pas qu'aux hommes. Le rêve de Laila Fatma Nsoumer était que les Français retournent de l'autre côté de la mer et que l'Algérie soit libre. Dieu a exaucé son rêve.